Mesdames et messieurs, bienvenue à vous. Nous sommes très heureux de vous retrouver pour un nouveau numéro de votre émission Vox Live. Et aujourd'hui, on s'intéresse au Cameroun. À un an des élections présidentielles, eh bien, il semble avoir un petit peu du flou dans ce pays. Où est le président Paul Biya? Il paraît qu'il est invisible pour certains, voire très invisible. Alors, on va en parler aujourd'hui parce que les gens veulent savoir qui dirige ce pays. Alors, je suis entourée de deux personnalités. Nous avons monsieur Jean-Marie Bitomo. Bienvenue à vous. Vous êtes éditorialiste et enseignant. Merci Aïssatou de m'accueillir sur votre plateau et j'espère bien que nous ferons une bonne émission en direction de notre chère Afrique. Exactement, et surtout pour nos téléspectateurs. On continue avec Jules Domché, vous êtes chroniqueur exceptionnel de cette émission. Bienvenue à vous. Merci Aïssatou, ça fait plaisir d'être là et comme je l'ai dit, à chaque fois que je pourrai, je me ferai un plaisir d'être sur votre plateau. Avec grand plaisir. Voilà, mesdames et messieurs, le sujet du jour. On s'intéresse au Cameroun, les élections présidentielles dans 1 an et demi. Alors, que va-t-il se passer et surtout, qui dirige le Cameroun en ce moment? Mais avant, permettez-moi de vous parler de quelques sujets d'actualité. Effectivement, c'est important de faire un tour. Alors, Occupy Parliament, vous en avez certainement entendu parler, occuper le Parlement. Voilà le mouvement de protestation créé il y a une dizaine de jours par la jeunesse kenyane contre le gouvernement souhaitant instaurer de nouvelles taxes telles que 16% de TVA sur le pain. Donc malheureusement, il y a eu déjà plusieurs manifestations en moins de 10 jours et des morts ainsi que des blessés. Alors, avez-vous suivi cette actualité ? Bien évidemment, on ne peut pas s'intéresser à l'actualité africaine et passer à côté d'une actualité aussi importante. Il faut relever, pour le déplorer, parce que c'est quelque chose qui a tendance à se répandre en Afrique, que nous avons des États, vous me permettrez l'expression, feignants, qui ne veulent pas travailler parce que dans certains pays ou la plupart des États africains, on a l'impression que l'État n'est pas une entreprise dont on n'a pas une obligation de résultat et il n'y a pas souvent ce souci de compétence. Pourtant, le Kenya est quand même considéré comme un exemple. Oui, mais ce n'est pas en Afrique de l'Est. C'est pas suffisant. Pourquoi? Parce que le raccourci, souvent, quand l'État est coincé, qu'est-ce qu'il fait? Il se rabat sur les taxes. C'est ça le véritable problème. Sauf que quand vous vous rabattez à chaque fois sur les taxes, ce sont des petites gens ou c'est la population qui trinque. Donc, ce qui se passe aujourd'hui, c'est que les Kenyans vivent très mal cette nouvelle augmentation de taxes qui notamment touche aux produits de première nécessité comme le pain. Et justement, les gens estiment que c'est quelque chose de totalement inacceptable. Donc je disais que c'est un problème qu'il faut regarder de manière globale parce qu'il faudrait que nos entreprises, nos États arrivent à se considérer comme des entreprises, puissent avoir des objectifs de performance, des contrats de performance pour à chaque fois éviter que dès qu'il y a un petit trou dans le budget ou bien dès qu'on a un manque de visibilité, on se rabat sur les taxes. Et ça, c'est très récurrent dans mais il y a quand même des économistes qui disent que finalement cette augmentation de taxes était fortement recommandée. Donc, oui, recommandée par rapport à quoi? Bon, peut-être Jean-Marie qui est davantage spécialiste de la question. Vous en pensez quoi? Plus 16% sur le pain. On vous dit que les mesures, c'est-à-dire il faut toujours prendre l'histoire, c'est-à-dire par le bon bout. C'est recommandé par qui? Comme il a voulu commencer. Les États africains, nous vivons dans une dynamique dans laquelle nous sommes toujours là pour suivre. C'est recommandé. Est-ce qu'on a regardé le niveau de vie des individus à l'intérieur? Comment se fait-il que les pays africains, avec notre niveau de développement, on veut maintenant nous aligner sur le fonctionnement des économies occidentales? C'est sûr, un tiers de la population vit avec 2,5 $ par jour. Donc c'est impossible. Donc à partir de là, pour moi, une taxe se justifie. Dès l'instant que cette taxe-là sert effectivement soit à créer des emplois dans le pays, soit, comment dirais-je, à financer l'éducation, soit à financer la santé. Mais dès l'instant que les augmentations, on le sait aujourd'hui, le FMI, la Banque mondiale, c'est-à-dire les dettes qui sont prises par les pays africains, c'est une forme de colonialisme à nouveau, tout simplement. Pourquoi? Parce que ça ne date pas d'aujourd'hui. Depuis des années, on vous dit que les pays ont contracté des dettes il y a 10 ans, c'est-à-dire quelles sont ces dettes-là dont les intérêts ne s'estompent jamais? C'est-à-dire vous payez en dette plus que le principal que vous avez emprunté. C'est très intéressant, on vous mettra certainement en rapport avec la présidence, ils ont un intérêt de travailler avec vous. Alors, il y a quand même un point important, c'est la jeunesse qui s'est levée et via les réseaux sociaux, ils se sont organisés. Justement, c'est là où je voulais en venir avec vous. C'était votre question, mais j'étais encore dans mon introduction, si vous voulez, c'est tout. Le problème qui se pose, c'est que la jeunesse africaine se sent complètement délaissée aujourd'hui par rapport aux dirigeants qui sont en place dans la plupart des pays africains. Tout simplement pourquoi? Parce que nos dirigeants, c'est-à-dire la plupart du temps, sont inféodés par rapport
comment dirais-je, aux forces occidentales qui font pression sur l'Afrique. Il faut dire les choses telles qu'elles sont. Ne nous cachons pas. Donc, dès l'instant que les jeunes surtout, notre jeunesse, ne voient pas de résultats par rapport à la gouvernance économique des États africains, qu'est-ce qui se passe? Il faut qu'ils réagissent. S'ils ne réagissent pas, et ce n'est pas la première fois, il me souvient déjà qu'au Kenya, vous avez un ministre qui s'était présenté dans une ville kenyane, c'est-à-dire pour aller distribuer à manger aux gens avec, dans un camion. Les jeunes se sont levés calmement. Ils ont repris, ces sacs de riz et tout ce qu'il avait apporté. Ils lui ont posé ça, ils lui ont dit, monsieur, nous ne voulons pas, de la nourriture. Donnez-nous les moyens de pouvoir nous-mêmes cultiver ce que nous consommons. Et ensuite, ça créera des emplois pour nous. Donc cette jeunesse-là, ce n'est pas une jeunesse idiote, c'est une jeunesse qui a déjà compris la marche du monde, comment les choses se passent. C'est très important. Je vais terminer là-dessus en disant que c'est fondamental qu'on intègre aujourd'hui qu'on ne peut plus gouverner comme on gouvernait il y a 20 ans, comme on gouvernait il y a 10 ans. Vous avez parlé des réseaux sociaux, c'est effectivement un formidable instrument qui permet à la jeunesse africaine aujourd'hui de se mobiliser. On l'a vu au Kenya et l'exemple que prend Jean-Marie est frappant. Ça veut dire que aujourd'hui, les jeunes Kenyans, parce qu'ils voient ce qui se passe à travers le monde, ont compris que ça ne sert à rien d'avoir un sac de riz pour un jour, pour une semaine, pour mourir de faim. Parce que ce qui se passait pendant très longtemps en Afrique, c'est que les politiques, à l'approche des échéances électorales, descendent effectivement dans les quartiers malfamés, apportent de l'eau, de la nourriture, comme on va parler du Cameroun tout à l'heure, du pain avec de la sardine, et c'est fini. Et c'est reparti pour 5 ou 7 ans. Aujourd'hui, c'est de plus en plus compliqué de le faire. Et je terminerai en disant, c'est déplorable. Et c'est pour ça que je disais dans l'une de vos émissions que le combat aujourd'hui en Afrique doit être celui de la libération. On ne peut pas parler de progrès ou, si vous voulez, de développement sans être libre. Parce qu'aujourd'hui, on dit que c'était nécessaire, c'était presque obligé de faire ces augmentations parce que nous n'avons pas la maîtrise sur notre économie. Parce que la plupart de nos États sont gérés par le FMI et la Banque mondiale et on se retrouve dans une situation où l'intérêt de la population n'est plus la priorité. Aujourd'hui, c'est le FMI qui corrige les devoirs de nos États, qui donne des bons et des mauvais points et tout ce que nous faisons est orienté vers la satisfaction du FMI. Dans ces conditions, vous ne pouvez pas vous développer parce que le FMI et la Banque mondiale ne sont pas des instruments au profit du progrès, notamment des pays africains. Ce sont des instruments impérialistes qui contribuent justement à nous garder dans cette situation de captifs. C'est comme ça qu'on nous a expliqué à un moment donné, il fallait totalement privatiser, il fallait tout privatiser. On a privatisé toutes nos sociétés, même celles qui étaient des sociétés de souveraineté, au profit des multinationales. Et aujourd'hui, on n'a plus la main sur aucun secteur de notre économie. Donc je pense que c'est un problème qui est profond et j'espère que ces morts au Kenya ne le seront pas pour rien et qu'il y aura derrière cela une réelle prise de conscience et des mesures qui s'imposent. Merci beaucoup. Donc on va continuer avec une autre actualité, si vous me le permettez. On revient en France, et oui, fortement, et oui, la percée du Rassemblement national. On en parle tous les jours sur les réseaux sociaux, à la télé et un peu sur la presse. Donc les élections européennes, il y a eu cette forte percée. Ensuite, on continue avec les élections législatives. Le RN, le Rassemblement national, est considéré comme étant à la tête même des sondages. Alors, qu'en pensez-vous ? Pour moi, vu de ma posture d'Africain, c'est une très bonne chose. Moi, en tant qu'Africain, je rêve de voir le Rassemblement national diriger la France. Ça, c'est l'Africain qui parle. Vue de l'Afrique. Parce que le Rassemblement national nous explique qu'ils vont couper les ponts, notamment avec l'Afrique. Ils vont arrêter avec la France-Afrique, ils vont avoir une autre façon de faire. C'est tout ce que nous en demandons. Macron nous a fait avancer, il nous a fait gagner beaucoup de temps, parce que j'avais fait une chronique dans laquelle je disais que Emmanuel Macron travaille pour l'Afrique, peut-être sans s'en rendre compte, parce que ces différents manquements, ces différentes erreurs, pour ne pas dire plus, nous ont permis de gagner beaucoup de temps dans notre lutte pour notre dignité et dans notre lutte pour notre libération. Je pense que si le Front National arrive aux affaires,
on fera un autre bond de plus. Parce que là, on va pouvoir confronter effectivement les dirigeants français qui, en réalité, sont à la tête d'un État que je qualifie d'État sensu, c'est-à-dire que c'est un État qui ne peut vivre que par l'exploitation des autres, parce qu'à bien y regarder, la France n'a aucun élément constitutif d'une puissance. Donc, sans la spoliation, sans l'impérialisme, sans la colonisation, la France ne peut pas s'asseoir à la table des puissants du monde. Donc elle n'a pas de territoire, elle n'a pas de population, elle n'a pas de ressources. Donc, tout ce qui fait la France aujourd'hui, c'est justement cet impérialisme-là. Donc, quand vous avez des gens qui viennent et qui vous disent qu'ils vont mettre au cœur de leur système une politique de repli, une politique de nationalisme, j'ai dit, soit on va enfin pouvoir être libre. Et pour moi, donc je pense que... Oui, ça c'est la posture de l'Africain qui parle dans notre intérêt, parce que les autres savent très bien ce que représente l'Afrique pour la France. Visiblement, le Front National, soit ils font semblant de ne pas le savoir, soit ils se disent qu'ils peuvent faire sans. Donc je dis, j'ai envie de vivre cette expérience-là. Le président Macron a-t-il eu raison de dissoudre l'Assemblée nationale, finalement ? Je n'ai pas à me prononcer sur la politique française parce que ça ne m'intéresse pas. D'accord, au moins le message est passé. J'y vis, ça ne m'intéresse pas, c'est clair. Vous savez, les Français sont chez eux. Quand vous avez un individu qui postule que je suis chez moi, je suis un individu libre, je lui dis soit, mais faites la même chose chez nous en Afrique. D'accord ? Laissez-nous libres. Laissez-nous libres. Donc, à partir de là, moi, je me dis, les gens du Fonds national, si on parle économiquement parlant, je l'ai un peu exposé. La réalité, comment est-ce qu'elle se pose ? Aujourd'hui, je mets au défi, c'est-à-dire les gens qui vont nous dire que bon, tous les Africains doivent rentrer chez eux, je mets au défi, en termes de stratégie économique, industrielle même si vous voulez, et commerciale. Quel est le pays qui, aujourd'hui, si on se coupe de l'Afrique, on me laisse de côté, si vous voulez, le multilatéralisme, les échanges internationaux et tout ce qui s'ensuit. Je veux dire, soit c'est bien. Chacun reste chez soi, maintenant alors. Chacun vit avec son potentiel, ses avantages concurrentiels, compétitifs, naturels, donnés, et chacun vit chez soi. Donc vous êtes prêt à retourner chez vous ? Mais bien sûr, moi ça ne me pose strictement aucun problème, je suis déjà même en train de le faire, si vous voulez que je vous le dise. Donc là-dessus, quand on n'a pas compris la dynamique du monde, la dynamique de l'humanité, on s'accroche des fois, comment dirais-je, à certains dogmes. J'appelle ça des dogmes, à certains dogmes, qu'ils soient économiques ou politiques. On se dit que oui, ça, c'est facile. C'est par là qu'il faudrait que nous y allions. Parlons clairement, terre à terre. OK, le Front National va faire partir tout le monde de la France. Il y a combien d'émigrés qui travaillent en France ? Beaucoup. Bon. Combien avez-vous qui vont balayer les bureaux ? Et à quel pourcentage de Français des gens qui vont balayer les bureaux ? Pour le coup, les gens qui vont travailler dans les restaurants. Pas un parti raciste et au contraire. Voilà, les gens qui vont travailler dans des restaurants, les gens. On oublie une chose. La France, c'est que il faut remonter l'histoire, comme je l'ai dit souvent sur ce plateau. La France a été construite par l'esclavage, sur les richesses de l'esclavage de l'Afrique. C'est connu, des gens qui ne le savent pas. Vous allez regarder l'histoire, vous verrez que, comment dire, le palais de l'Élysée là a été construit par un comte qui a fait l'esclavage et qui l'a cédé à l'État français. Après, si la France est aussi forte que ça, OK, que le Front National passe et que chacun vive chez soi. Après, je me dis, qu'on décrète une autarcie dans le monde entier, on verra les continents qui vont tomber et quels sont les continents qui vont vivre. D'accord, merci. Allez, on reprend la question du jour. Le Cameroun qui gouverne, mesdames et messieurs, apprêtez-vous. Alors, moi, la question, je vais vous la poser. Déjà, on parle souvent aujourd'hui de haute autorité, de haute instruction qui dirige le Cameroun. Paul Biya, 91 ans, donc on le voit très peu aujourd'hui et ça peut poser problème pour certains et pour d'autres. Donc, au contraire, il a donné les instructions nécessaires pour diriger le pays. Qu'en pensez-vous ? Le Cameroun, c'est un cas atypique dans le monde. Et ce qu'on relève souvent, et j'ai des amis qui me font tout le temps la réflexion, mais comment c'est possible ? Quand on voit les Camerounais brillants, nombreux dans le monde, dans tous les secteurs,
Mais comment c'est possible? Et je pense que moi, en tant que journaliste, chroniqueur et tout, je suis souvent interpellé. Parce que les gens me disent, mais vous parlez des choses, mais qu'est-ce qui se passe au Cameroun? Soit dit en passant, je parle suffisamment du Cameroun, peut-être pas assez pour certains, mais j'en parle. C'est une situation totalement inédite, parce qu'on se demande, qu'est-ce qui peut bien se passer pour qu'un pays avec un tel potentiel se retrouve avec ce niveau de sclérose? Le pays est totalement bloqué. Et vous avez posé une question pertinente que tout le monde se pose. Qui dirige le Cameroun aujourd'hui? C'est tellement difficile de répondre à cette question parce qu'on a du mal à comprendre. Ce que vous devez savoir, c'est qu'au lendemain des élections présidentielles de 2018, le président officiellement élu, Paul Biya, signe ce qu'on appelle une délégation permanente de signature au secrétaire général de la présidence de la République. En quelque sorte, il lui transfère tous les pouvoirs d'un chef d'État. Ou certains disent tout simplement quand il n'est pas là, il a la possibilité de signer. Mais le problème, c'est qu'il non, n'est jamais là. C'est une délégation permanente. Les mots sont clairs et avec des attributions larges. En fait, il en fait le véritable président de la République. C'est ce que ça veut dire de manière claire et nette en français facile. Et on se retrouve dans ce que les gens appellent au Cameroun aujourd'hui la République des hautes instructions. C'est-à-dire que à chaque fois, c'est le secrétaire général de la présidence qui pond des communiqués, des décisions sur haute instruction du président de la République. Pour le coup, où est le problème, étant donné que le président lui a donné... Il y a un problème dans la mesure où on s'est rendu compte, où on se rend compte que c'est difficile d'établir aujourd'hui que ces autres instructions sont vraiment le fruit de la volonté du président de la République. C'est là où ça commence à poser problème, parce que ces hautes instructions sont totalement remises en cause par certaines autorités même du pays qui voient en cela une manœuvre pour le secrétaire général de la présidence de contrôler le pays. Et quand vous avez un chef d'État qui est aussi absent, vous avez du mal. C'est pour ça que c'est une question qui aujourd'hui devient légitime. Parce qu'à un moment donné, je pense que certains acteurs politiques ont même demandé tout simplement au Parlement de constater la vacance du pouvoir. Tellement on avait du mal à voir le président de la République. Parce que ce qu'il faut savoir, c'est que celui qui est élu, celui qui a des comptes à rendre aux Camerounais, c'est censé être le président de la République. Ce n'est pas le secrétaire général qui, lui, est le fruit d'un pouvoir discrétionnaire du chef de l'État. Non, mais pour le coup, là, c'est le peuple qui devrait éventuellement se lever, entre guillemets, et dire on n'est pas d'accord, on a voté pour vous, Paul Biya, et non pour le secrétaire général qui, finalement, dirige le pays. Donc, mais concernant le secrétaire général et le président a donné ses pouvoirs de plein droit, a fait une procuration, entre guillemets, au secrétaire général. Donc, pour le coup, il signe en son nom. Je considère que dans cette problématique-là, il y a un amalgame énorme. Je veux relever ce que je viens de dire là tout à l'heure. Les gens confondent au Cameroun, si vous voulez, la Constitution, l'état de droit, d'accord, et l'exercice de ce pouvoir-là à l'intérieur. Moi, ça me fait toujours sourire quand j'entends les gens dire que oui, comme je viens de le dire, on a donné une délégation permanente. Ce n'est pas vrai. Vous allez au Cameroun, je l'ai dans mes archives, vous allez voir... C'est-à-dire tous les secrétaires généraux à la présidence au Cameroun signent exactement la même chose. C'est-à-dire les SGPR, ça veut dire ces hautes instructions-là. C'est-à-dire le chef d'État fait délégation. Permanente à tout. Des délégations permanentes, sauf pour des sujets, concernant la politique étrangère, par exemple, concernant, la justice, les traités internationaux. C'est ça qu'il faut comprendre. Je vais vous poser la question suivante. Jules nous a dit tout à l'heure que le Cameroun est un pays particulier en Afrique. Vous pouvez me citer combien de pays où vous avez tant de premiers ministres, tant, d'hommes d'affaires qui sont en prison au Cameroun? Et on va me dire que, oui, M. Biya, c'est un laxiste. Moi, je regarde juste la réalité. Qu'est-ce qu'il doit faire de ces individus-là? Il doit tous, c'est-à-dire les passer sous la chaise électrique par rapport à ce qui est passé, s'il ne peut pas tout suivre, pourquoi on lui met tout sur le dos? Si les Camerounais, nous sommes incapables de mettre en place des dynamiques de notre développement, des stratégies qui sont compatibles à ce que nous sommes, on va dire que c'est toujours le chef. Ça, c'est simple, puisque si vous voulez, ce sont des dictons qu'on prend comme ça, on prend la responsabilité, ainsi de suite. Qu'est-ce qui est capable? Dites-moi quel est le chef d'État dans ce monde qui dirige son pays tout seul, à lui, où il est omnipotent. Ça n'existe nulle part, même si vous allez dans les mots. Sauf si vous allez dans quelques monarchies, mais quand même, ces monarchies
monarchies-là ont besoin de ce qu'on appelle la délégation de pouvoir. Mais je pense, si Jean-Marie permet, ce qu'on reproche à Biya, c'est pas d'avoir délégué le pouvoir. C'est même la base de la gestion d'un État. Il est obligé d'avoir des ministres, d'avoir effectivement un secrétaire général. Je pense pas que quelqu'un ici lui reproche d'avoir délégué le pouvoir. Ce qu'on reproche, c'est le fait d'avoir abandonné le pays à la main des réseaux. Parce qu'aujourd'hui, tu dis quelque chose pour lequel je ne peux pas être d'accord. Ça veut dire, pourquoi on se retourne vers Biya? C'est parce que c'est lui qui va conquérir le suffrage universel. Oui. Et s'il a des, entre guillemets, c'est une expression que j'aime pas beaucoup, mais je l'utilise pour qu'on se comprenne, des collaborateurs véreux, corrompus et incompétents, c'est lui le premier responsable. Parce que c'est lui qui les choisit. Et vous ne pouvez pas expliquer aux Camerounais que pendant 42 ans, vous ne faites que vous tromper par rapport à votre entourage. On a souvent entendu ça au Cameroun et c'est quelque chose que je ne peux en aucun cas laisser passer. Le président serait bon, il serait quelqu'un de vertueux, il serait quelqu'un de travailleur, mais c'est l'entourage qui est mauvais. C'est quelque chose qui n'est pas du tout entendable en 2024. C'est pas ce que j'ai dit. Non, je vais terminer en disant, je termine là-dessus parce que c'est très important pour ceux qui nous écoutent. Je prends souvent cet exemple parce que je sais que les Camerounais, on est passionnés de football. On a ça dans le sang. Quand une équipe joue mal, n'a pas de résultat, qui est-ce qu'on vire? Le sélectionneur. C'est l'entraîneur, c'est le coach. Pourquoi? Alors que ce n'est pas lui qui est sur le stade. Mais parce qu'il est responsable de l'équipe, parce que c'est lui qui choisit les joueurs. C'est lui qui définit la tactique. C'est lui qui décide de faire des remplacements. Mais ça ne veut pas dire que c'est justifié. C'est pas parce que c'est justifié. Pourquoi? C'est tout le sens de la notion de responsabilité. Je ne sais pas si vous comprenez. Quand vous êtes responsable, ce n'est pas pour rien qu'on exige généralement que le chef de l'État, lui, doit être élu pendant que les autres sont nommés. Vous savez que vous pouvez nommer Jean-Marie Bitomo à 13h et vous décidez de le démettre à 14h. Vous avez ce pouvoir-là. Donc, vous ne pouvez pas aujourd'hui, quand vous avez ce pouvoir, expliquer que vous serez en train de bien faire et que c'est votre entourage. Si l'entourage de Biya aujourd'hui est en prison pour la plupart, il est tout autant responsable. Ça veut tout simplement dire qu'il a mis à des postes de gestion du pays des gens qui se sont rendus coupables d'un certain nombre de faits. Donc, il ne peut pas... Et qui ont été sanctionnés, c'est important. Ce n'est pas une sanction, parce que si on veut revenir là-dessus, il y en a beaucoup qui sont là pour des raisons clairement politiques, qui... C'est établi. Si je prends le cas, par exemple, de l'ancien ministre de l'administration territoriale, Marafa Hamidou Yahya, un peu comme dans le cas de Dame Reké Amadougou, dont on parlait du Bénin, il a été reconnu par le groupe du travail des Nations Unies que c'était un procès politique. Ça ne veut pas dire que lui, c'est un saint. Mais l'affaire qu'il a amené en prison, on n'a pas pu établir clairement pourquoi il était en prison. Je peux prendre le cas de l'ancien directeur général de la CRTV qui a battu les records de renvoi dans un procès. C'est-à-dire, ça va faire je ne sais pas combien d'années, il n'a jamais pu être jugé parce que c'est renvoyé à chaque fois. Et il y a plusieurs exemples comme ça qu'on peut prendre pour montrer qu'en réalité, ce que certains veulent vendre comme étant une prise de décision pour sanctionner des gestionnaires véreux, derrière, en fait, il y a une opération d'épuration politique qui a été également menée. Ça ne veut pas dire que les gens n'ont pas détourné des fonds ou que les gens n'ont pas fait des malversations, mais en réalité, si on voulait vraiment lutter contre la corruption et les détournements de fonds publics, on sait ce qu'il faut faire. On n'aurait pas fait ça parce que aujourd'hui, depuis qu'on a mis les gens en prison, est-ce que ça a empêché des scandales de corruption? Est-ce que ça a changé? Bonne question. Justement, c'est ce que je voulais vous dire là-dessus. Je rebondis sur ce que Jules vient de me dire. Ça, Nous sommes en train de rentrer en profondeur, si vous voulez, sur les problématiques. Je vais bien. C'est la raison pour laquelle j'ai dit tout à l'heure, votre première question, c'était quoi? Les autres instructions. Jules a très très bien dit que c'est une navigation à vue. Et moi, j'ai parlé de quoi? J'ai parlé de la malgouvernance. Je ne suis pas en train de... C'est-à-dire, quand on analyse, comment dirais-je, un fait historique, puisqu'on peut parler du Cameroun parce que ça fait 40 ans. Tous les gens qui nous dirigent font partie, comment on dirait, des réseaux. Et ces réseaux-là ne sont pas tous des réseaux qui sont nés chez nous. La semaine dernière, nous avons parlé de la notion d'anthropologie, d'ontologie dont j'ai parlé ici, là, et de paradigme. À quel paradigme obéissons-nous? Donc, à partir de là, je n'excuse pas le président de la République pour ce qui se passe. Mais ce que je pointe, c'est que cette personne-là, elle a déjà suffisamment
c'est-à-dire condamner les gens au Cameroun, que ça en devient même que les organisations internationales lui tombent dessus. Maintenant, alors s'il continue dans ce qu'il fait, on va dire que oui, mais maintenant c'est devenu un dictateur. Donc tout à l'heure, je parlais de sanctions. Il me dit non, que ce n'est pas des sanctions parce que c'est des opposants. Non, il y a plusieurs logiques, si vous voulez, à chacun sa lecture. Moi, Jules a sa lecture, que je respecte, mais moi aussi, je donne ma lecture, si vous voulez, des événements. C'est pour ça qu'on s'assoit sur un plateau comme ça. Ce n'est pas pour que ce soit un plateau consensuel, qu'on soit d'accord sur tout. C'est-à-dire, cette confrontation-là est nécessaire pour que nous puissions faire avancer le débat. Et c'est dans ce sens-là que moi, je vais... Jules a son analyse que je respecte, si vous voulez, dans toute sa quintessence. Mais maintenant, quand on est en train d'analyser ces choses-là, il faut tenir compte des forces exogènes qui exercent sur l'Afrique aujourd'hui. D'accord? Donc, à partir de là, ces réseaux-là, il faut vraiment rentrer en profondeur. Oui, on entend bien, c'est-à-dire qu'on l'entend très souvent même ça. Oui. Mais encore une fois, 42 ans au pouvoir, aujourd'hui, les gens le disent, il est invisible, donc il y a des problèmes au niveau des signatures. Donc il faut régler ce problème-là. À partir du moment qu'il y a le peuple quand même commence à se lever, il faut trouver des solutions, il faut le régler. C'est-à-dire que si on reste en retrait en disant, j'ai déjà mis les gens en prison, etc., qu'est-ce que je peux faire de plus? Non, c'est pas le rôle d'un président, en tout cas, c'est pas le comportement d'un président. Je suis tout à fait d'accord avec vous, si vous voulez, sur ce point précis-là. Si vous voulez, ça n'éradique pas, ou bien ça n'efface pas tout ce que je viens d'exposer. D'accord? Là, j'estime qu'il y a un manque. Il y a un manque tout simplement. Pourquoi? Parce que dès qu'il y a une situation de ce style-là qui se pose, la démarche préconisée, c'est de se dire stop. Ça veut dire quoi? Ça veut dire stop pour moi, ça veut dire éventuellement se lever et parler à la nation. Exactement. Et dire que oui, il y a des problématiques que nous abordons dans ce pays qui sont de telle dimension, de telle dimension, de telle dimension. Il faut que l'équilibre soit trouvé et que ça soit fait comme ça. Qu'on donne des instructions, c'est-à-dire qu'il donne ses instructions pour au moins faire taire, c'est-à-dire ce qui circule. On dira au moins, chaque Camerounais pourrait se dire que oui, on a entendu le chef d'État qui a parlé de ça. Et c'est son rôle. Et c'est son rôle. On va faire une petite minute de pause et puis on revient sur le plateau de Vox Live. On s'intéresse au Cameroun aujourd'hui. De retour sur le plateau de Vox Live, on s'intéresse au Cameroun, le Cameroun qui dirige ce pays, qui gouverne ce pays. Eh bien voilà, c'est la question qu'on pose aujourd'hui aussi bien à nos chers invités, à savoir Jean-Marie Bitomo, donc vous êtes éditorialiste et enseignant, et Jules Domché, vous êtes chroniqueur exceptionnel de cette émission. Allez, on poursuit. N'hésitez pas à aller sur les réseaux sociaux et à donner votre avis. Cette émission, elle est faite pour vous. Allez, on poursuit avec, encore une fois, le président de la République. Donc, on l'a dit, il n'a pas, en tout cas, réagi à toutes ces demandes, à savoir qui... Mais ce que j'ai envie de dire, il faut aussi, toute proportion garder... connaître un peu qui est Paul Biya et sa manière de gérer. C'est pas quelqu'un qui a souvent l'habitude de réagir ou quoi que ce soit. Je pense que ça, c'est important déjà de le noter. Mais ce qui se passe, c'est que depuis pas mal d'années, il a totalement disparu. On peut comprendre qu'un chef d'État ne se mêle pas de tout et ne soit pas là à chaque fois pour être obligé de trancher. C'est pas ce qu'on attend d'un chef d'État. Mais à un moment donné, il faut qu'on sente que le pays est dirigé. Voilà, ce qui se passe aujourd'hui, c'est que tous les éléments tentent à croire, à montrer que le pays est pris en otage par des réseaux, par des clans qui s'affrontent, notamment sur l'après-Biya. Et cela a totalement bloqué le pays. Je peux vous prendre un autre exemple. Ça va faire aujourd'hui, je ne sais pas combien d'années, on n'a pas pu faire un remaniement, ne serait-ce qu'un remaniement ministériel au Cameroun. Il y a même un ministre, notamment celui des mines, et je crois des industries, qui est décédé. Ça va faire pratiquement 1 an, il n'a pas pu être remplacé. Donc, on se retrouve quand même dans une situation où on se pose la question de savoir est-ce qu'il y a encore un commandant à bord de ce navire. Ça, c'est la question centrale. Et j'ai envie de dire non. Ce qu'on attend, ce n'est pas qu'il parle. Une réaction. On n'est pas censé voter une réaction, c'est-à-dire peut-être. Voilà, on veut juste sentir que le pays est dirigé, que les préoccupations des Camerounais sont entendues et tout. Et à l'évidence, c'est pas du tout le cas. Aujourd'hui, c'est plus que de la navigation à vue. Je crois que c'est ça qui inquiète à la fois les observateurs et qui inquiète également les Camerounais. Et vous l'avez très bien dit. Moi, à la limite, c'est très facile de donner la responsabilité à Biya. Moi, je le fais volontiers. Mais je pense que les premiers responsables, ce sont les Camerounais eux-mêmes qui, à un moment donné, ne prennent pas leur destin en main. Parce qu'on se retrouve quand même dans un pays où on peut tout faire et les gens regardent. C'est ça la vérité. Ça veut dire qu'aujourd'hui, il faut relever quand même qu'il y a
toute une batterie qui est mise en œuvre pour mater toutes les opinions contraires, que ce soit au niveau de l'opposition, principalement. Mais pour moi, ça ne justifie pas tout. Je pense qu'il y a un laxisme qui s'est développé dans ce pays, qui a fait en sorte que les gens, dont le destin est en jeu, se sont transformés en spectateurs de leur destin. Vous avez vu tout à l'heure, je ne souhaite pas forcément qu'on en arrive à des extrêmes, parce que dans le cas de Fugu, il y a eu des morts. On parlait du Kenya tout à l'heure, où il y a une augmentation des taxes, mais les gens se sont levés, ont commencé à manifester. Malheureusement, il y a des dérives avec ces manifestations. Ça pourrait arriver au Cameroun? Oui, mais c'est déjà arrivé au Cameroun. Mais ça pourrait arriver au point 2? Ça peut arriver à tout moment. Ça peut arriver à tout moment. On a eu des manifestations en 2008 au Cameroun qui ont en 2024, entraîné des à un an morts. des élections présidentielles. Et on est, bien avant même. Bien avant dans ce qu'on a appelé les années de braise. Oui, les années années de braise. Aujourd'hui, en 2024, est-ce que ça pourrait arriver? La question, elle est très claire. Pourquoi pas? Moi, je pense Tout que à fait, à force de ça peut tirer arriver. sur la corde, on ne peut pas éviter à un moment donné que la corde lâche. Donc, je pense que le problème aujourd'hui se situe à ce niveau-là. Il y a eu récemment au Cameroun des augmentations. Aujourd'hui, le coût de la vie est devenu quasiment intenable. Je pense que les Camerounais, s'ils restent tranquilles, c'est qu'ils peuvent encore tenir. Mais il y aura un moment où certainement ils pourront plus tenir. Ce que je voudrais dire, et je sortirai par là, on déplore une absence coupable pour la simple et bonne raison que vous avez, par exemple, dans ce pays, depuis au moins 2016, une crise dans les régions nord-ouest et sud-ouest du pays. À part vous en avoir parlé dans quelques discours, on n'a pas senti une implication du chef de l'État. Vous imaginez, à Aïssatou, que vous serez, par exemple, dans un pays comme, je ne vais pas prendre un pays européen, mais un pays africain, comme le Nigeria, comme la Côte d'Ivoire, comme le Mali, comme le Burkina, qui a une partie du pays qui est en guerre et que pendant, je ne sais pas, 8 ans, le chef de l'État n'ait jamais mis le pied là-bas pour voir ses compatriotes de cette partie, pour donner l'impression que c'est une situation qui le préoccupe? Je ne pense pas. Vous pensez clairement qu'on peut se retrouver dans une situation de tension extrême et qu'au lieu de faire ce qu'on a appelé un vrai dialogue national, on a organisé un forum où des gens se sont vus entre eux et que les résolutions même de ce semblant de forum ne puissent pas être appliquées plusieurs années après, il y a un problème. On a dit à ce forum, l'une des mesures, c'était de dire qu'on va donner un statut spécial à la zone anglophone. On continue avec le président Paul Biya, donc on l'a dit, 91 ans. Je voudrais revenir sur quel point? Ce que Jules vient de dire. C'est ce que je dis toujours, chacun a sa lecture de l'histoire. Vous voyez? Ça me fait souvent rigoler quand on me parle du conflit anglophone au Cameroun contre les francophones. Je remonte toujours l'histoire, comme je l'ai fait lors de notre première émission. Et ça vous fait rire, pourquoi? Ça me fait rire tout simplement. Pourquoi? Parce que je vous ai parlé de la notion de l'anthropologie, d'accord? Il n'y a pas d'anglophone, il n'y a pas de francophone au Cameroun. Ce sont des choses qui nous ont été mises dans la tête. Donc, à partir de là, je ne veux pas rentrer trop dans les détails. Je veux citer tout simplement une chose. Quand on parle de ce conflit-là, le conflit ne touche pas que le Cameroun, ce conflit-là touche le Tchad, il touche les gens du Sahel et tout ce qui s'ensuit. Donc, qu'est-ce qu'il y a derrière ça? Je pense que les Camerounais se souviennent de la société qu'on appelle la société Kilimandjaro, une société canadienne, d'accord? Qui a signé des accords. Je n'invente rien, les gens n'ont qu'à les lire. Qui a signé les accords avec la partie anglophone pour qu'il y ait sécession? J'en parle parce que je suis économiste, c'est ce qui m'intéresse. Tout simplement pourquoi? Parce que cette partie-là est une des parties les plus riches, comment dirais-je, de pratiquement tout le Cameroun. Le Cameroun est riche à tous les niveaux. Donc moi, je veux bien, comme je l'ai dit toujours sur les plateaux, je ne suis pas là pour venir commenter l'actualité, courir après. Je préfère commencer à analyser les causes. Quelles sont les causalités et où est-ce que nous arrivons? Donc, à partir de là, on vient me brandir aujourd'hui que voilà un conflit qui est né par le mécontentement des Camerounais. Ce n'est pas vrai du tout. Je ne dis pas que les gens vivent bien au Cameroun. On analyse une problématique claire. Qu'on ne me prête pas les mots que je n'ai pas dit. Je n'ai pas dit que les gens vivent très bien au Cameroun. Donc, quand on aborde un phénomène, une problématique comme celle-là, il faut que nous remontons à la base. La base, c'est quoi? C'est que vous avez certaines personnes exogènes qui sont, comment dirais-je, contre le pays, où ça ne leur plaît pas, on va voir des gens à l'extérieur. Ça ne se passe pas qu'au Cameroun, ça se passe dans plein de pays. Les pays de l'AES sont
en but à des problématiques de ce genre-là, où vous avez des enfants du pays qui vont à l'extérieur pour essayer d'aller déstabiliser ce qui se passe bien à l'intérieur. Donc, moi, quand on me parle souvent du conflit anglophone, ça me fait rigoler. C'est pas M. Bitomo qui l'a écrit. Les gens n'ont qu'à aller se documenter. Si je reprends les propos de Jules, c'est plutôt la réaction. C'est-à-dire que... Donc, la réaction, c'est quoi? Donc, quand on parle de ces conflits-là, il faut vivre. Notre première émission a été très, très intéressante. J'ai essayé de poser des choses comme je pouvais sur le plan anthropologique. Quelles sont les problématiques? Quelles sont les dynamiques? Quels sont, comment dire, les paradigmes dans lesquels c'est important de le rappeler, effectivement. Donc, à partir de là, quand on va me dire que le Cameroun a été autosuffisant, comment dirais-je, alimentairement dans les années 80, je me rappelle. D'accord? Donc, à partir de là, la Banque mondiale, quand on va me dire que oui, ces gens-là, oui, à la limite, ils sont venus démanteler comme toutes nos économies, comme le disait tout à l'heure Jules lui-même. Donc, moi, j'aime pas les analyses superficielles. Bien sûr. Le conflit, c'est-à-dire du Cameroun, n'a pas à être aujourd'hui là confiné. On nous dit que les anglophones vivent plus mal que les francophones. Quel est le coin du Cameroun où les gens vivent plus mal que les autres? Ça n'existe pas. Donc, vous avez un apport extérieur qui vient pour déstabiliser nos États africains, comme on est en train de le faire avec, avec les États de l'AES maintenant. On regarde seulement ce qui se passe là devant nous. Ce qui explique l'inaction du président concernant cette question-là. Si on ne remonte pas, si vous voulez, à la source des problématiques, nous serons capables de mettre en place... Est-ce que c'est ce qui explique l'inaction du président? L'inaction, qui gouverne tout ça, c'est lié indirectement, bien sûr. C'est lié indirectement, d'accord? Si vous considérez uniquement les dynamiques que vous avez dans un pays, je vous ai posé la question tout à l'heure, vous croyez que le Cameroun, c'est-à-dire c'est une goutte d'eau qui vit à travers, qu'on a enlevé dans l'océan comme ça, les interférences mondiales ne touchent aucun pays dans le monde entier. Ces interférences-là ici, je n'excuse rien, que nous soyons clairs là-dessus. Mais quand on explique des problématiques aux Africains, aux millions d'Africains qui nous écoutent, il faut leur faire comprendre l'histoire, c'est-à-dire dans le bon sens, là où ça a démarré et là où ça se termine. C'est tout. Aujourd'hui, on va me dire que oui, au Nigeria, la même chose existe. Boko Haram a encore enlevé, comment dirais-je, combien d'enfants là dernièrement au Nigeria. Après, tous les Africains savent qu'on n'a pas la main mise sur tout, on le sait très bien. Non, ce que je veux dire à Jean-Marie, c'est qu'il dit, je peux l'entendre, mais pas le comprendre. Parce que c'est la dynamique du monde qui est comme ça. Ce n'est pas quelque chose de nouveau. Que les États occidentaux veulent nous diviser pour mieux régner, c'est vieux comme le monde. Qu'il y ait des influences externes sur le fonctionnement de nos États, c'est vieux comme le monde. On a fini par diviser le Soudan. C'est un projet qui était clairement établi. Aujourd'hui, il est établi et documenté que la France a promis de diviser le Mali. Ça, c'est connu. Le problème ici, moi, je veux qu'on arrête en Afrique de chercher des excuses. Qu'on arrête de dire c'est la faute des autres. Non, quand je dis c'est des excuses, je veux dire, pour moi, qu'on arrête de dire que c'est la faute des autres. Ils sont dans leur rôle. C'est à nous de jouer le nôtre. Le FMI, la Banque mondiale est dans son rôle. La France est dans son rôle. Parce que la France aujourd'hui est l'une des puissances nucléaires du monde, mais elle ne serait pas si elle n'avait pas l'uranium du Niger, par exemple. Elle n'en a pas sous son sol. La France aujourd'hui est parmi les premiers pays avec des multinationales dans le secteur du pétrole, alors qu'elle n'a pas une goutte de pétrole sur son territoire. Ce pétrole, il faut bien aller le trouver ailleurs. Donc ces contingences externes, c'est connu. Ce qui pose problème, c'est que faisons-nous? Si aujourd'hui, on arrive à diviser les Camerounais, je suis d'accord avec vous. Anglophone, francophone, ça ne veut rien dire. Mais on a aussi une réalité historique qu'on ne peut pas nier. Ça veut dire que ceux de nos compatriotes qui sont dans cette partie ont eu un rapport différent avec la construction de ce qu'on appelle aujourd'hui la République du Cameroun. Bien entendu. Voilà, donc on ne peut pas faire comme si c'était juste une affaire déresponsabiliser, c'est ça? Il ne faut pas déresponsabiliser. Maintenant, ce que je veux dire, c'est quoi? Pourquoi on nous manipule? Pourquoi on nous instrumentalise? Pourquoi on nous divise? En réalité, c'est parce qu'il y a aussi à la base, et ça, il faut le relever, un gros problème de gouvernance. Le terrorisme, les rébellions prospèrent où? Dans des milieux où les gens sont extrêmement pauvres, parce qu'il y a un problème de redistribution des richesses. Je veux dire que si vous allez dans un pays aujourd'hui, vous avez une majorité de jeunes désœuvrés qui n'ont rien à faire, il est plus facile pour ces jeunes-là de rejoindre un groupe rebelle, un groupe terroriste, que pour un jeune qui a un véritable plan de vie, qui a une carrière qu'il peut construire dans cet environnement-là. Donc il y a, si vous voulez, ces deux faits qui s'entrechoquent. Il y a d'abord, et c'est pour cela que moi j'insiste là-dessus, notre première responsabilité en tant qu'Africains. Si on attend que les gens prennent conscience
qu'ils sont en train de nous faire du tort et qu'ils vont s'arrêter, on rêve en couleur. C'est notre réaction qui va faire en sorte que les gens ne puissent pas le faire. C'est pour ça qu'il y aura des pays qui vont être difficiles à déstabiliser parce qu'il y aura une meilleure gouvernance ou il y aura une meilleure répartition des richesses. Mais si vous êtes dans des pays extrêmement corrompus où une petite caste confisque l'essentiel de la richesse, évidemment, on va se servir de cela pour diviser le pays, pour le déstructurer et le mettre en lambeaux. Il dit qu'il est complètement d'accord avec vous. Donc, c'est pour ça que je dis, vous avez expliqué, je veux bien qu'on explique cela, mais je ne veux pas qu'on donne l'impression que ce soit l'excuse que pour ce le fait soit que ça n'avance juste ça. Ce n'est possible que si vous avez des dirigeants incompétents, corrompus. Quand c'est compliqué, on a vu d'autres dirigeants qui se sont retrouvés face à ce genre de situation et qui ont géré de manière différente. Ça n'a pas réglé tout le problème, mais au moins, ça a permis que le problème ne prenne pas une certaine ampleur. Et pour revenir, je termine là sur le cas du Cameroun. C'est un cas suffisamment grave. On ne peut pas balayer cela d'un revers de la main, pour la simple et bonne raison que Paul Biya lui-même, à l'époque en tant que Premier ministre, avait déjà dû faire une mission dans cette partie du pays, parce que ce n'est pas un problème qui a commencé en 2016. Lors de on parle de la zone francophone anglophone. Bien sûr, lors de la fameuse tripartite. L'un des points clés à l'ordre du jour était déjà la question anglophone. Ce qu'il faut dire au Camerounais, Jean-Marie, c'est qu'il y a eu à un moment donné aussi une forme de duperie et même de trahison. C'est-à-dire parce qu'il y a eu des engagements politiques qui n'ont pas été respectés. Et c'est pour ça que nos frères de cette partie-là, à un moment donné, décident de le faire. Et le mouvement sécessionniste au Cameroun ne commence pas en 2016. Il est aussi vieux que la Constitution. Mais pourquoi on en est arrivé à ce niveau d'exacerbation? C'est un problème de gouvernance, c'est un problème de mauvaise gestion. Ceux qui avaient choisi le Cameroun sont restés dans le Cameroun. Ils l'ont démontré. Ils ont accepté ce qui devait être fait. Sauf que ce qui devait être fait en retour n'a pas été fait. Lors de la révision constitutionnelle de 1996 qui amène la nouvelle République, qui sort effectivement de cette tripartite qui était censée résoudre le problème. L'une des premières mesures, c'était de dire qu'on va donner plus d'autonomie, qu'on va régionaliser, qu'on va donner plus de pouvoir aux autorités locales. À côté de ça, qu'est-ce qui s'est passé? Au lieu de donner cette autonomie, on allait créer les délégués du gouvernement pour venir encore mettre ce poids sur les collectivités territoriales. Engagement non tenu, je veux dire, il ne faut pas qu'on regarde ça seulement sur cet angle-là. Je ne suis pas convaincu que si on avait fait notre part, cette crise aurait pris cette ampleur. La vérité, c'est qu'il faut reconnaître que les engagements n'ont pas été tenus et à un moment donné, les gens se sont sentis étouffés, ont voulu exprimer un ras-le-bol de manière d'abord pacifique, parce que ça a commencé par des manifestations des avocats. Et quand vous créez la brèche, l'ennemi qui est derrière n'attend que ça. Il s'infiltre, puisqu'il y avait déjà des petits mouvements sécessionnistes qui existent, qui essayaient de faire des actions qui n'avaient pas plus d'éclat, parce que l'essentiel de la population n'était pas favorable à la sécession. Mais une fois que vous avez créé la brèche, en arrêtant des avocats et tout, en mettant en prison, l'ennemi revient en disant « Mais je vous avais dit, vous ne pouvez pas faire confiance à ces gens. » Vous voyez, et c'est comme ça que ça prend de l'ampleur. Les causes ne sont plus exogènes, mais endogènes. Vous voyez, c'est pour ça que j'ai dit toujours à Jules que, vous voyez, on parle de la même chose. Lui, il détecte les causes, mais moi, je donne les explications de ce qu'il donne. Bon. Ce qui se passe au Cameroun aujourd'hui, vous voulez me parler de la tripartite. Moi, je veux remonter avec toi, si tu veux, avec le conflit du Biafra. Le conflit du Biafra, c'était quoi? C'était exactement la même chose que ce qui se passe au Cameroun aujourd'hui. Donc, c'est pour ça que moi, j'aime bien interroger l'histoire, d'accord? Parce que l'histoire nous apprend. Et c'est ça qui nous permet, à une nation, à une communauté humaine, de poser, de mettre en place des stratégies les plus efficaces possibles. Et non courir derrière l'actualité. Donc, qu'est-ce qu'il y avait à l'époque là-dessus? Il y avait une sécession du Biafra. La sécession du Biafra à l'époque, qu'est-ce qui se passe? Elle est financée, comment dirais-je, tout comme par hasard. La France, qui n'a jamais, comment dirais-je, été au Nigeria, se met derrière les Nigérians avec la complicité des chefs d'État africains. Qu'est-ce qu'on fait? Il y avait le faux président Bongo qui était là, le faux fouet, qui s'assoit. D'accord? On finance la France pour qu'on aille favoriser la partition du Nigeria en créant un État. Pourquoi on va créer cet État-là? On va créer cet État-là. C'est exactement la même chose dont je parlais tout à l'heure, ce qu'on nous parle du Cameroun anglophone.
D'accord? Je répète encore que j'ai parlé de la malgouvernance là tout à l'heure. Elle existe au Cameroun. Mais maintenant, quand vous avez un ennemi en face, il faut mettre en place des stratégies qui sont des stratégies audibles et qui tiennent compte de la cohérence de l'histoire. Sinon, nous allons courir dans le sac, comme on dit. D'accord? Donc, c'est pour ça que moi, j'aime bien, c'est-à-dire ces explications-là que nous avons. Il faut analyser la situation. Il faut analyser la situation. Et il faut les prendre les décisions ensuite. Oui, on prend les décisions ensuite, bien sûr, ça c'est clair, ça va de soi. Hein, c'est ce qui s'est passé. Les gens de l'AS, c'est ce que les gens attendent. Les gens de l'AS, c'est ce qu'ils ont fait. D'accord? Analyse de la situation, on pose des stratégies idoines en place et on agit. D'accord? Donc, à partir de là, je suis d'accord avec vous là-dessus. Mais ce dont, là où je ne suis pas d'accord, c'est qu'on va me dire que, oui, les gens vont nous dire aujourd'hui que, bon, si on ne prend pas le problème à la racine là où il démarre, c'est qu'on va toujours aller chercher des excuses chez les autres. Moi et Jules, on a parlé de la semaine dernière et j'aimerais bien, quand je suis rentré chez moi, parce que je n'avais pas fini mon explication, il avait posé l'histoire du franc CFA sur la table. Je lui ai dit, bon, ok Jules, je vous avais seulement dit, je ne veux pas rester dans les expressions théoriques, économiques, ainsi de suite. J'avais commencé mon explication en posant la question suivante, qu'il avait d'ailleurs posée, que je suis parti après lui. Quand les gens te disent que le franc CFA c'est notre argent, non, le franc CFA, on peut vivre avec. J'avais commencé mon explication en vous posant la question suivante. Imaginez un peu que vous êtes un individu, vous travaillez ici. Vous travaillez, quand votre paye arrive à la fin du mois, arrive chez votre banquier vous dit que bon, je garde 50% de votre part, de votre part. Et maintenant, vous avez des enfants à envoyer à l'école. Quand vous voulez envoyer ces enfants-là à l'école, le banquier vous dit que moi, je ne vous donne pas votre argent, je vous le prête maintenant avec des taux d'intérêt là-dessus. Quelle est la logique là-dessus des gens qui me disent que le franc CFA, c'est une bonne monnaie, c'est-à-dire les Africains, peuvent la maîtriser. Elle nous va très très bien parce qu'on nous assure. Je ne veux pas rentrer dans les expressions techniques et tout, la flexibilité, c'est-à-dire la flexibilité, la possibilité des échanges externes, la monnaie stable et tout ce qui s'ensuit. Mais ça nous sert à quoi si, à la limite, nos fonds sont confisqués ici, là? Un parent de famille, ça c'est le b.a.-ba. Un pays, c'est comme une famille. Le parent ne peut pas prendre son argent pour envoyer ses enfants à l'école. Et on va dire que c'est la faute du papa, c'est la faute des parents parce qu'ils n'envoient pas leurs enfants à l'école alors que la banque bloque leur argent. Donc les causes, expliquer les causes. Moi, pour terminer là-dessus, Jean-Marie, pour moi, dans ce cas de figure, c'est la faute du papa. Si je laisse quelqu'un gérer mon porte-monnaie à ma place, c'est moi le problème. C'est ce que je veux qu'on comprenne. Là, les Africains ont la possibilité de mettre les pieds dans le plat, de renverser la table s'il le faut. C'est la même excuse avec la CPI. Vous avez créé une cour pénale internationale qui est dirigée vers les dirigeants africains. Voilà. Nous sommes les plus nombreux à l'intérieur. Personne ne sort et on se plaint. Vous ne pouvez pas. Ça veut dire qu'aujourd'hui, il faudrait que ces gens prennent... C'est pour ça que la question du leadership est centrale. Si vous avez des leaders courageux, parce que ce qu'il faut faire aujourd'hui, c'est de renverser la table. Parce que je ne peux pas dire que ce n'est pas de ma responsabilité si je laisse quelqu'un gérer mon portefeuille à ma place. Je ne sais pas si on se comprend. Lui, il a intérêt à gérer mon portefeuille. On se comprend. Moi, est-ce que j'ai intérêt à le laisser gérer mon portefeuille? Bonne question, effectivement. On connaît la réponse. On va continuer, nous sommes presque au terme de l'émission. Donc, Pobilia, on sait très bien que ses soutiens le poussent à une candidature en 2025. À votre avis, sera-t-il candidat? Ah non, je vais laisser Jean-Marie commencer. Cette fois. Je rappelle, bientôt 92 ans. Je n'ai pas, si vous voulez, une boule de cristal pour vous on a tous dire un avis. si le président sera président, c'est-à-dire sera candidat. Sera-t-il candidat? Devrait-il être candidat? Devrait-il être candidat? Maintenant, devrait, c'est ce que je peux. J'aime bien faire des analogies. Quand les gens me parlent, le président est là depuis 42 ans. Depuis 42 1982. D'accord. Bon, maintenant, les gens nous disent, c'est vrai que vous avez des capacités cognitives naturelles qui baissent. Nous sommes tout à fait d'accord. Et lors de notre précédente émission, je vous avais posé la question suivante. Vous savez, quand un jeune va demander du boulot, quand il va demander du travail, qu'est-ce qui se passe? Il se passe la chose suivante. On vous demande quelle est votre expérience. D'accord? Bien sûr. Donc il est expérimenté, effectivement. On ne peut pas dire le contraire. 42 ans de pouvoir. Attendez alors. Bon, maintenant, nous ne sommes pas 42 ans de l'âge de l'homme de la rue. Là, nous parlons de la géopolitique internationale. Et dans cette géopolitique internationale, ce n'est pas quelque chose de simple. Parce que nous voulons aborder toutes les problématiques, c'est-à-dire de la même manière. C'est-à-dire, nous avons le raisonnement, souvent, nous les Africains, toutes choses égales par ailleurs. Sauf que toutes les choses ne sont pas égales par ailleurs. Je suis désolé. Chaque fonction a ses contraintes. Et dans ces contraintes-là, il y a nécessité d'avoir
comment dirais-je, une certaine expérience pour parler devant les gens. Moi, j'explique les choses. Hein. Je ne vous dis pas que je suis pour qu'il soit président ni quoi que ce soit. Donc, à partir de là, les gens qui nous disent que c'est 92 ans, si maintenant je veux revenir à l'actualité, alors comme vous, je veux vous dire, bon, ok, qu'est-ce que vous me dites de... Pour faire simple, hein, comme les gens font souvent, qu'est-ce que vous me dites de Biden qui tombe tout le temps par terre et tout, c'est une question que les Américains se posent pour le coup. Et Biden est moins âgé. Et il est beaucoup moins âgé pour le coup. Il est moins âgé pourtant, hein, mais le nôtre, on ne l'a pas vu. C'est-à-dire que la personne dont vous parlez, le président de la République actuelle au Cameroun, on ne l'a pas vu dans les mêmes postures. Pourtant, nous sommes face à la première puissance, ex-puissance. Maintenant, si je raisonne en dynamique et tout, bon, je vais aller avec vous sur le plan politique, les BRICS qui naissent de l'autre côté, ça c'est autre chose. Mais le pays le plus puissant du monde, qu'est-ce qui a dit aux gens que la critère de la compétence est attaché obligatoirement, comment dirais-je, au critère de l'âge? La compétence d'un individu ne se juge pas par rapport à son âge. Je suis désolé. Donc, à partir de là, je ne dis pas qu'il doit se représenter. Je dis tout simplement que nous posons des faux débats sur la table. Il faut aller, c'est-à-dire plus en profondeur. C'est une addition. Donc, oui. je vais reposer ma question, à savoir une invisibilité au pouvoir, c'est-à-dire qu'on ne le voit plus aujourd'hui à la tête du Cameroun. Plus 91 ans, il aura 17 ans après éventuellement ce énième mandat. Donc peut-être 99 ans, parce que c'est 7 ans le mandat. Donc 92, donc ça fait 99. Non, ça fait 99 ans. Donc presque un an de 100 ans. Donc c'est ça, plus ça qui fait qu'on peut se poser la question aujourd'hui, pour le coup. On peut se poser la question, effectivement, comme vous dites. Moi, je vous répète ce que j'ai... Parce qu'aujourd'hui, on a l'impression qu'il est plus en retrait du pouvoir et délègue. Étant donné qu'il est en retrait du pouvoir et qu'il délègue. On se dit qu'il est plutôt vers la sortie que... C'est que quand on sent que la population monte, c'est-à-dire dans le mécontentement, parce que j'avais dit lors de notre précédente émission ici, là, c'est quoi? Quand on vous parle de l'État, l'État, c'est qui? L'État, c'est nous. Vous avez quelques fonctionnaires qui sont nommés, c'est-à-dire y compris même le président de la République. Le pouvoir du président de la République est délégué par le peuple. Donc si le peuple choisit... Si le peuple choisit, c'est-à-dire dans les conditions... Bien sûr, si le peuple choisit, mais pour que le peuple puisse choisir, c'est qu'il se présente. Oui. Donc ça, c'est un choix personnel. Ça, c'est un choix personnel. Donc moi, je ne peux pas, si vous voulez, me mettre... Mais en tout cas, au vu de la situation actuelle... Au vu de la situation actuelle, je suis d'accord. J'aimerais revenir sur un certain nombre de choses que Jean-Marie a dit pour lesquelles je ne suis pas du tout d'accord. C'est-à-dire que, autant il dit qu'on ne peut pas corréler la compétence à l'âge, autant on ne peut pas corréler l'expérience à l'âge. Je suis désolé. On veut vendre Paul Biya comme étant quelqu'un qui a beaucoup d'expérience. Ce n'est pas parce que vous avez mis 42 ans, ce n'est pas forcément de l'expérience, je suis désolé. Vous pouvez être... J'ai dit, l'expérience ne se détermine pas par rapport à la durée que vous faites à un endroit. Si vous restez assis sur ce fauteuil à ne rien faire par an, 42 ans, dites-moi quelle expérience vous aurez eue. Vous n'aurez aucune expérience. C'est le cas pour Paul Biya. Mais l'expérience, c'est pratiquement le cas et c'est ce qu'on reproche. L'expérience vient justement de la répétition des innovations, de faire des choses. C'est comme ça qu'on acquiert de l'expérience. On peut acquérir beaucoup plus d'expérience en 5 ans qu'en 40 ans. Si vous faites 40 ans à ne rien faire, vous n'allez acquérir aucune expérience. Alors, en 5 ans de travail, vous pouvez avoir beaucoup d'expérience. On ne peut pas aujourd'hui venir dire que c'est l'expérience. Mais l'expérience de quoi, en réalité? L'expérience pourquoi? Donc ça, c'est déjà la première chose. Concernant la question de l'âge, là, on est d'accord. Moi, je ne pense pas que l'âge doit être un obstacle. Parce que justement, tant que vous avez la capacité de pouvoir être compétent, de montrer que vous tenez le gouvernail, je n'ai aucun problème avec l'âge, parce qu'on ne peut pas faire donc, cette discrimination. À 100 ans, avoir un président à... C'est vrai, et je dis encore une fois, il faut qu'on reste lucide. On est des humains. On est des humains. On est des humains. Moi, aujourd'hui, à mon âge, je ne peux pas faire ce que je faisais il y a 20 ans. Donc, il y a forcément un certain nombre de choses qui sont relatifs à l'âge. Mais je vais dire, aujourd'hui, je ne veux pas que l'âge devienne un critère d'exclusion. Mais à un moment donné, il faut pouvoir encadrer. Pourquoi? Parce que s'il est établi aujourd'hui qu'à un certain âge, on est devenu faible, parce qu'on parle de l'âge ici parce que ça concerne les gérontocrates. Mais vous oubliez quand même que dans la plupart de nos États, on vous dira, vous ne pouvez pas être président à moins de 35 ans. Ça veut dire qu'il y a l'âge. Si on veut aller dans tous les sens, disons alors que même à 18 ans,
puisque c'est l'âge de la majorité dans certains pays, et à 21 ans, puisque c'est l'âge de la majorité électorale au Cameroun en l'occurrence, on peut être président de la Ça ne République. rentre pas dans ce que je... Non, je vais juste dire, c'est pour dire que pour la question d'âge, ça reste quand quelque tu vas chose... là-dessus, tu dénatures ce que moi je viens Non, de non, dire. c'est pas pour toi. C'est pas pour toi. C'est pour dire D'accord. que la question de l'âge, c'est une question qui peut être appréciée en fonction des circonstances. Vous avez des gens qui, bien qu'âgés, ont gardé toutes leurs facultés et tout. C'est ce que Et disait puis, il faut monsieur. montrer qu'ils sont encore en train de faire un certain nombre de peuvent choses. encore, tout Vous à avez des gens, on a pris l'exemple du président Biden, il est bien moins âgé que Biya, mais aujourd'hui, on se rend compte. Mais j'ai envie de dire, la petite nuance, c'est que Biden, lui, travaille. On le voit travailler, donc je pense que ça peut l'épuiser. C'est vrai que c'est Donc, l'addition. à un moment donné, ça devient un problème. Je pense qu'il y a une réflexion à avoir à ce niveau-là. Parce que on ne peut pas juste dire parce qu'on est âgé, on serait moins bon ou pas du tout. La question, c'est qu'est-ce que la personne fait. C'est en une addition, réalité. à savoir Voilà. ça plus ça plus dit ça que va donner... Le gros problème aujourd'hui, c'est que vous avez quelqu'un qui est très âgé, qui est là depuis très 40 longtemps, ans, et et qui que est peu le présent. pays va très mal, et que contrairement au fait qu'il était déjà assez rare sur la scène, il a C'est encore totalement plus raréfié. disparu. Donc, cela amène les gens naturellement à s'interroger. Vous vous souvenez, je termine par là, de l'ancien président de l'Algérie, Abdelaziz Bouteflika, qui était candidat à sa propre succession, sauf que lui-même n'était pas au courant. Donc, à un moment donné, quand vous avez un certain âge, vous devenez fragile et faible, le réseau Il peut y avoir vous une prend en manipulation. otage. Et c'est ce que, aujourd'hui, la plupart des observateurs Quel que soit redoutent au l'âge, Cameroun. Il peut y avoir une J'aime manipulation. bien ce que tu viens de dire là, Jules. Quel que soit l'âge, le réseau te prend, comment on dirait. Mais pas pareil. Pas non, pareil. de la même manière. Non, pas pareil. Attends, parce que je vais de la dire même que manière. quand Attends, je prends veux des revenir. exemples factuels pour te Oui, oui. montrer qu'il y a au moins des choses qui peuvent amener à s'inquiéter Oui. par rapport effectivement aux capacités physiques du président. On parle quand même d'un monsieur qui a 91 ans aujourd'hui. Oui, oui, je suis d'accord avec toi. Tu te rappelles certainement, Jean-Marie, le fameux défilé du 20 mai Oui. au Cameroun, comment il se passait à l'époque. Aujourd'hui, on a dû réadapter le défilé aux exigences du chef de l'État. C'est-à-dire que le défilé qui commençait à 12h commence aujourd'hui qui commençait à 10h commence aujourd'hui à 12h. Et il est expéditif. Donc maintenant, on a réussi à un moment qui est censé être un moment solennel pour l'État, on a réussi à adapter ça pour cadrer ça au bon vouloir du dirigeant actuel. Ça, c'est quand même des choses qui amènent La à même s'inquiéter. chose se passe Et pour c'est Biden le aux coup. États-Unis. Je vais dire, Moi, je on veux peut pas revenir toujours sur une dire, chose. parce Pourquoi la que ça rigueur se passe aux États-Unis ou bien les mêmes noms. Attends. Je pense qu'il y a un problème. Je veux te poser, Je pense qu'il y a un c'est-à-dire... problème. On va clôturer, nous sommes déjà au terme de l'émission, je vous en prie. Je veux clôturer. Je vais dire une chose à Jules. Quand on est en train de nous parler, comment dirais-je, de... C'est par là où j'ai commencé notre précédente émission. La démocratie, c'est quoi la définition de la démocratie que vous êtes chez toi? Nous sommes africains. Tu es, comment dirais-je, mon frère, tu es au Cameroun. D'accord? Dans tes traditions au village, on vient poser l'âge du chef sur la table. Non, c'est pas possible. À Non, moins bah qu'on dise voilà. qu'on est en monarchie. Non, c'est ce que... Non, si vous attends, dites- vous ne pouvez pas utiliser laisse-moi... ça quand ça vous arrange. Attends, je sais Déclarer pas que quand le ça Cameroun, m'arrange. c'est un royaume Quand et ça- j'interdirai quand- à tout le monde de parler du lèvre du chef. question de Ce se n'est poser. pas L'heure quand du ça chef. m'arrange. Quand on fait une analyse, soit on choisit un bord, soit on considère tous les bords. Toi, Le tu as Cameroun choisi est un une bord démocratie pour pour me le dire coup. que donc, moi, je veux vous dire que toi et moi, on se bat ici, là, sur tous les plateaux depuis des années, pour dire que nous devons revenir à ce que nous sommes. Oui, mais Et aujourd'hui, maintenant le que Cameroun vous est-il voulez- une Attends, Non, ça, c'est un le autre Cameroun- débat, le Jean-Marie. Cameroun- C'est un non, autre c'est pas débat. que ce soit... Non, Non, c'est c'est un parce autre que débat. vous voulez toujours saucissonner la vie. La vie ne se saucissonne pas. Oui, D'accord? ça, c'est un La question est Donc, claire. je veux vous dire aujourd'hui que le Cameroun, je vous ai dit aujourd'hui que le Cameroun évolue dans le monde, Bien comme sûr. tous les pays. sûr. D'accord? Mais on Donc, est je d'accord peux qu'il y a pas des vous dire- élections au Cameroun. Il y a des élections au Cameroun qui On est se d'accord. passent régulièrement, comme dans tous les pays. Totalement. Donc, ça veut Maintenant, dire on que va le- me dire, le système a c'est-à-dire, été bon, moi, choisi. ça m'amuse. C'est-à-dire que, bon, quand quelqu'un veut se lever, me sortir que oui, vous voyez, moi, c'est que le Cameroun qui m'intéresse. Le Cameroun t'intéresse. Les votes ont été truqués combien de fois aux États-Unis? Je peux partir avec vous, comment dirais-je, à partir du vote de Clinton, d'accord? C'est-à-dire, à Jean-Marie, chaque fois, donc Jean-Marie, les gens veulent nous placer sur la l'erreur- table des modèles. Jean-Marie, Attends, l'erreur commune laisse-moi ne aller crée pas jusqu'au le bout. droit. Moi, je veux te laisser après, aller jusqu'au bout. Laisse-moi aller jusqu'au finir, bout. vraiment Moi, pour je finir. laisse aller jusqu'au bout. Donc, à partir de là, quand soit nous sommes cohérents avec nous-mêmes, nous revenons à nos dimensions anthropologiques. Donc, il y a une africaines. action à effectuer. D'accord. Il y a une action à Et effectuer maintenant, à quand on informer est le- là en train de dire que oui, la démocratie, cette démocratie-là est faite pour nous. Ah oui, tel âge, tel doit être. Bon, maintenant, quand il me dit que oui, on a alors qu'à décréter que oui, on est dans une royauté.
Qu'est-ce qui se passe en Angleterre? La reine d'Angleterre, les gens m'amusent. Hein. Les gens qui ne connaissent pas les constitutions, comment ça fonctionne. On me dit que non, c'est une monarchie en Angleterre, la reine ne fait rien. Sauf que les gens oublient que tout ce qui se décide au Parlement en Angleterre, voilà une monarchie. Hein. La reine signe. S'il n'y a pas l'aval de la reine, si vous voulez, les choses ne passent pas. Donc voilà. On attend Paul Biya éventuellement du monde qui va changer le système démocratique en un système monarchique éventuellement pour non, moi je vais dans une autre démocratie pour que vous compreniez. Parce que moi, sur les plateaux, je dis toujours la chose suivante. Les Africains, nous avons nos capacités. Exactement. Nous avons des capacités. À nous de refaire, si vous voulez, notre droit juridique, ainsi de suite, qui part sous l'arbre à parlable et tout ce qui s'ensuit. L'arbre à parlable, c'est dans toute l'Afrique. Chez nous, en Afrique centrale, chez vous, en Afrique de l'Ouest, c'est tout ce qui s'ensuit. Bien sûr. Donc là, je vais lancer un message à tous les Camerounais qui nous regardent, à tous les Africains qui nous regardent. D'avoir des discussions superficielles qui ne sont pas basées, comment dirais-je, sur nos paradigmes. Que pensez-vous de cette fin d'émission, à savoir revenir, en tout cas, à un système monarchique? Mais bon, il y a une décision qui doit être prise officiellement. Donc, on attend cette décision-là. Merci à tous. Merci à vous, Jean-Marie Bitomo, donc encore une fois, éditorialiste et enseignant. C'est un plaisir de vous avoir sur le plateau. On espère vous avoir encore sur le plateau de Vox Live. Merci bien sûr à vous, donc chroniqueur de l'émission. Mesdames et messieurs, on se retrouve dès demain pour un nouveau numéro de Vox Live, cette émission qui décrypte l'actualité africaine.